Pour l'interrogatoire des deux interpellés, Ilyes fut secondé par Shen Yung, son aide de camp. Le Frostalf a pris des notes avec rigueur, et il a même posé 2-3 questions bien placées. Le frère et la sœur Fong sont en effet les deux têtes pensantes du nouvel ordre. Après les avoir longuement interrogés, Ilyes comprend mieux les objectifs de cette guilde. Et ils sont pour ainsi dire assez nobles, même si leur méthode pour se faire de l'argent ne l'était pas. Les informations qu'ils lui ont données semblent bien réelles, mais le temps qu'elles fassent les vérifications, ils resteront en garde à vue. Depuis le début, on avait prévenu les Pierres Étoilées que les Affranchis étaient la plus grosse guilde noire. Mais maintenant, Ilyes Ravanor s'inquiète. Au regard de ce que les deux chefs du Nouvel Ordre lui ont dit, cette guilde semble encore plus puissante qu'il n'y paraît. Et son lien apparent avec des membres d'équipage du bateau est très dérangeant. Comment une guilde noire pourrait viser des hommes du Léviathan aussi impunément? Shen Yung, je commence vraiment à croire les théories du lard. Eh bien, si je puis me permettre, vous êtes tombé bien bas, Madame Ravanor. Ilyes sourit. Ross et Shinsu remontent avec une partie des perquisitions. Ils ont mis beaucoup de temps à faire le point, mais au moins, les choses sont bien faites. Il y avait bel et bien les 2 contenants des sachets de drogue, avec les gouttes de tracker, mais ils ont aussi trouvé une belle quantité d'or et d'argent, quelques armes, beaucoup de matériel, comme des tentes et des sacs de couchage, et il y avait aussi de grosses caisses d'habits et de souliers. L'un des membres du Nouvel Ordre qui a été interpellé leur a expliqué que la Guilde Noire fournissait de nombreux habitants pour se préparer à l'Atlantide. Alors que les 2 Pierres Étoilées sont en train de monter les étages, les grandes oreilles de Ross frémissent. Shinsu, je crois que c'est... Sans prévenir, Shinsu se met à courir. Didi! Et Ross constate que la magie fait toujours effet sur lui. Après leur petite victoire, Raylork et Ular sont en train de se diriger vers le commissariat. Ils viennent d'être arrêtés par un groupe d'enfants qui voulaient des autographes. Une partie du groupe était des fans de Bristono, tandis que d'autres de Pierre qui roule. Ah, franchement, bien joué ton bluff. Mais c'était quoi au final la fiole que tu lui as montrée? Oh, une fiole que j'ai empruntée aux scientifiques de notre équipe. Mais tu l'as remplie avec quoi? Et comme nous étions face à une experte, j'ai préféré assurer et mettre un peu de ma personne à l'intérieur. Oh, ok. En tout cas, bien joué. Elle a tout gobé. Coquin. Quoi? Non, rien. Raylork s'immobilise. T'entends pas là? Ular s'arrête intrigué. Les failles du troll se mettent à pulser. Entendre quoi? C'est le chat! Et Raylork s'élance dans les couloirs. Quoi mais de quoi tu parles mais pas si vite! Dans sa course, Raylork Dratek bouscule tous ceux sur son passage. Ular s'élance et le rattrape. Je pense que j'ai entendu le chat. C'est Didi, je te dis. Mais comment est-ce que tu peux reconnaître et savoir que c'est... Oh! Au milieu du couloir, un petit chat, tout rond, tout mignon. Raylork fonce dessus, et le chaton roule sur le dos. Ular sent la magie, il cligne des yeux plusieurs fois, et évite l'envoûtement de peu. Et il va pouvoir admirer une vision bien singulière. Raylork est à genoux, en train de caresser le ventre du chat, le troll est complètement gaga. Oh, il est trop mignon. Il est tout rond. Oh, 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 oh là. C'est une femelle. Elle est trop choute. Oh, tu fais des ronds, toi. Un hurlement de l'autre côté du couloir. Didi! Et Ular voit Shinsu se jeter au sol. Laisse-moi caresser le petit chat, Raylork. Non! Ross Yasanka qui arrive en trottinant, et il s'arrête, désespéré. Il lève la tête pour regarder Ular qui lui est consterné. Le Skald est cependant hypnotisé par cette image. Ah, j'aimerais tellement que Dini soit là pour peindre cette scène. Oh, Kuchi. On fait des ronds. Ross s'approche doucement et récupère un filet qu'il avait préparé pour l'occasion. Ular, lui, progresse à pas feutrés. Ils ne sont que 4 dans le couloir, mais Didi est encerclé. Discrètement, l'archer fait un signe au Skald, et Ular se met à hurler. Didi se redresse d'un coup, elle crache, puis prend la fuite en direction de Ross. D'un mouvement rapide, Ross envoie son filet, mais alors que Didi aurait dû être attrapé, la chatte va s'éclipser. Dans un flash de lumière, elle disparaît, et le filet retombe sur la tête de Raylork. Shinsu, encore au sol, va lever la main désespérée en direction de la chatte qui s'éloigne. Didi, non! Le visage de Raylork est couvert par le piège de Ross, et il commence à sangloter. Pourquoi t'as crié, Ular? Pourquoi? Ular et Ross échangent un regard perplexe. Elle commence à m'agacer, cette petite chatte. Grince des dents l'archer qui récupère son filet. Oui, bien, on s'en occupera plus tard. On a de très bonnes infos à vous partager. En attendant, ramassons ces demeurés. Didi! Quand ils arrivent au commissariat, Ilyes les attendait avec de quoi se substanter. Ils ont officiellement passé les 24 heures sans dormir, et alors qu'elle voulait leur annoncer qu'il était temps d'aller se coucher,
Ular et Shinsu vont repousser cette idée. La femme du capitaine? Eh bien oui, il n'y a pas 36 Queen Atsuyo sur ce bateau. Moi, ce que je pige pas, c'est qu'elle lui aurait commandé des stérilisants et en même temps des excitants alchimiques. Ilyes est dégoûté. Mais pourquoi est-ce qu'elle prendrait des excitants si elle se stérilise en même temps? Ular Velohem s'approche de la Valkyrie, le sourire aux lèvres. Ilyes, faire crac-crac, ce n'est pas que pour faire des bébés. Je vais te mettre Céleste dans les dents, Ular. Le Scald recule en grimaçant. Ce que je voulais dire, c'est que si elle prend des stérilisants, c'est qu'elle veut s'amuser. Donc en gros, soit elle fait joujou avec son époux et elle veut pas avoir d'enfant, ce qui est déjà assez curieux comme comportement. Oui, soit, mais bon, ils ont peut-être leur raison. Au vu de son niveau magique, il y a de grandes chances qu'il sache le faire lui-même, donc c'est curieux qu'elle le fasse comme ça. Ça dépend, tout le monde ne cherche pas à apprendre ce genre de magie. Ou alors, c'est qu'elle s'amuse avec un autre Frostalf? Et qu'elle veut pas de bâtard. Ça n'a pas de sens. Parfois, tu sais, Ilyes, c'est peut-être une histoire d'amour, tout simplement. Nous arrivons sur 2 points que je n'avais pas encore abordés. Comme je vous l'avais expliqué, la sexualité et les rapports intimes sont très libres en Midgard. Cependant, la fidélité et l'honneur, c'est ce qui prime. Dans le cas d'une relation ouverte, il n'y a aucun souci. Mais une fois marié, ou lié à un autre, il faut le respecter. De plus, à Midgard, on a toujours mis en avant la reproduction. L'Alliance a besoin de sang neuf pour gérer ses multiples conflits, mais surtout, la fécondité des Midgardiens est tristement plus difficile que celle des autres peuples. Les raisons sont inconnues, certains parlent d'une sorte de malédiction, tandis que d'autres expliquent cela par un excès de puissance. C'est donc vu comme un honneur, pour le mâle comme pour la femelle, que de faire des enfants. D'ailleurs, soit dit en passant, en dehors de la grossesse, l'homme et la femme ont des responsabilités égales en ce qui concerne l'éducation de l'enfant. Se stériliser quand on est en dehors d'un front militaire, c'est donc quelque chose de rare en Midgard. Pour la deuxième réflexion d'Ilyes, c'est un autre aspect que les soldats connaissent et pratiquent beaucoup. Pour éviter d'utiliser la magie ou encore des composants alchimiques, les militaires qui veulent se détendre pendant une campagne vont s'amuser avec une autre race que la leur. D'ailleurs, de façon générale, en dehors du mariage, un Midgardien aura tendance à goûter les plaisirs de la chair avec une autre race que la sienne. Car vous l'avez déjà peut-être remarqué, mais il n'y a pas de sang mêlé. La reproduction interraciale ne fonctionne pas, ce qui est un avantage incroyable quand on veut s'amuser, mais qui peut être très triste pour les couples interraciaux. Après, il faut se dire qu'en Midgard, il y a plein d'enfants à adopter, les guerres font pléthore d'orphelins. Bref, reprenons. Ular continue pendant qu'il termine de se recoiffer. En tout cas, d'après la collectionneuse, Madame Atsuyo est très volage. Je pense qu'on devrait mettre un Noga sur le coup. Le Scald se tourne vers Shinsu qui est en train de se servir un verre de vin. Et oui, il est 8h du matin. Le Frostalf reste impassible. Si c'est pour le bien de Midgard. Se moque Shinsu. Mais Ilyes s'interroge. Sans parler de l'irrespect, je ne comprends pas pourquoi on devrait la suivre. Raylork intervient alors qu'il termine d'avaler une grosse cuisse de poulet. Le capitaine Atsuyo a une maladie bien connue des mages puissants. Ular sourit, Ilyes s'intrigue, Raylork s'explique. La grosse tête et le complexe de supériorité. Il pense qu'il est intouchable, notamment la cachette de ses badges de police. Quand Raylork lui a demandé si personne n'avait été marqué pour être protégé par sa magie, il a hésité un bref instant. Il y a de très grandes chances qu'il ait marqué sa femme, sinon elle aurait constamment le risque d'exploser avec ses protections magiques. Ce qui veut dire que malgré elle, Queen Atsuyo est une potentielle faiblesse du Léviathan. Alors qu'elle termine de mâcher sa viande séchée, Ilyes approuve. Elle oublie toujours que derrière leurs airs d'amateurs, Ular et Raylork sont très futés. De l'autre côté de la table, Ross termine de lire l'interrogatoire des 2 chefs du Nouvel Ordre. Il essuie les nombreuses miettes qu'il a mis partout en croquant un bout du gâteau, et il passe la feuille à Ular. La priorité, c'est les affranchis. Il faut comprendre comment ils arrivent à échapper aux gardes du Léviathan, et surtout par quel miracle ils sont rentrés dans la salle des machines. Si c'est bien le même groupe qui a assassiné notre victime. Ouais, mais c'est pas gagné. On a eu de la chance avec le Nouvel Ordre. Sans Kala, on n'aurait sûrement pas pu tomber sur le quartier général aussi facilement. Pour les affranchis, ça va vraiment être une autre paire de manches. Ular Velohem fait le point. La première victime était une Frostalf qui travaillait comme messagère dans le bateau. Aucune famille à bord, et elle dormait dans le dortoir d'équipage E4. Techniquement, elle travaillait pour la maison des Scalds. Elle a été retrouvée plantée par 2 coups de couteau dans le bar Le Funambule, aux étages inférieurs. Shinsu rajoute Et ce bar n'avait aucun lien avec aucune des guildes noires existantes. Ular reprend en attrapant l'un des petits morceaux de gâteau qu'a fait Ilyes. Et la victime actuelle, c'est un viking qui travaillait pour la Ruao Babor. Lui aussi n'avait aucune famille, et il dormait dans le dortoir F3. Il était sous les ordres du second Atsutoshi Haru,
Et on l'a retrouvé égorgé dans la salle des machines. Raylord continue. Et donc aucun lien entre les deux morts, en dehors du fait que c'était des membres d'équipage. Ullard le reprend. Eh bien si, il y a quelques liens. L'un comme l'autre n'avait pas de famille à bord, et il y a de grandes chances que ce soit la même arme qui les ait tués tous les deux. Ilyes essaye de comprendre. Pour l'arme, je suis d'accord. Mais en ce qui concerne l'absence de famille à bord, je ne vois pas en quoi c'est remarquable. Eh bien, c'est évident. Ce sont des gens qui ont plus de chances de se mouiller dans de sales histoires. Sans famille, on est plus libre. Ouais, c'est un peu tiré par les cheveux. Remarque Raylord. Évite cette expression, ça ne te va pas, mon cher. Réplique Ullard qui regarde le crâne chauve et pierreux du troll. Raylord bon public, pouffe de rire. Shinsu tombe lourdement sur son siège. Moi, ce qui m'intrigue depuis le début, c'est le motif. Et j'avoue qu'Ullard marque un point. Les deux victimes avaient sûrement des trucs à se reprocher avec les affranchis. Ilyes soupire. Ou alors, c'est l'inverse. Peut-être que c'est quelqu'un qui utilise des affranchis pour accomplir ses méfaits. Le visage d'Ullard s'illumine. Mais dis-moi, Elias, tu ne serais pas en train de penser à un complot, là? Je n'aime pas l'idée, mais si on doit s'attendre au pire, il faut y penser. Et j'avoue que j'ai beau y réfléchir, mais je ne vois pas pourquoi une guilde noire se mettrait autant en avant, sauf si elle y est forcée. Et la théorie du complot expliquerait aussi pourquoi ils échappent si facilement à tous les gardes. Comparé au Nouvel Ordre, ils se sont très vite propagés, et ils ont beaucoup plus de terrain. Ça laisse à penser qu'ils sont aidés. Ross vient de s'engloutir une carafe d'eau. Il s'essuie la bouche. Et puis il y a le fameux cousin des sombres flots. C'est ma crainte, oui. Ullard savoure cet instant. Il aime voir son groupe partir sur ce genre de pente très savonneuse. Raylord, lui, par habitude, est en train de faire des étirements pendant qu'il parle. Si on ajoute la disparition des caisses de poudre, c'était techniquement sous l'autorité du capitaine Granerk. Shinsu se resserre un verre. Ça n'a pas de sens. Pourquoi les sombres flots iraient attenter à la quiétude du bateau? Cette famille a misé gros sur le Léviathan. Ullard prend un air grave. Les nains. Les familles naines avaient misé sur le Léviathan pour attaquer Albion, pas pour partir en Atlantide. Et les rumeurs disent bien que les travaux ont été ralentis pour que ce soit le roi Kobold qui soit à la tête de Midgard pour la sortie du Léviathan. Il reste un long moment pensif et silencieux. Mais cet instant est rompu par une clé qui se tourne. Quelqu'un est en train de rentrer sans toquer. Et aucun de leurs civils n'oserait faire ça. Shinsu, Ross et Ilyes se lèvent. Le capitaine Graner des Sombres Flots et 4 gardes du Léviathan rentrent en les saluant. Les pierres étoilées s'immobilisent en le voyant rentrer. Le nain reste debout et les toise du regard. Il rallume sa pipe et leur fait un rapide sourire. Je constate que vous n'avez pas dormi de la nuit. Ça explique pourquoi vous avez autant avancé. Le groupe reste silencieux et Raylord dévisage les gardes qui s'installent autour d'eux. Les poils de Ross se hérissent lentement et Shinsu serre la garde de sa dévoreuse. Ilyes fixe le capitaine nain. Ullard lui a toujours les pieds sur la table, décontracté. On avance, en effet. Et vous êtes d'ailleurs l'un de nos suspects. Les yeux du nain se plissent. Je m'en doutais. Un garde est passé derrière Raylord. Il se retourne pour lui faire face, mais au final ce dernier était juste parti se chercher à boire. Je suis venu pour vous aider. Et j'ai même ramené un cadeau. Le capitaine siffle, et 2 autres gardes rentrent dans la salle. Ils escortent un nain bougon, le pauvre est sans pantalon. Ses yeux sont verts et sa barbe est brune, il ressemble beaucoup au capitaine Granerk des Sombres Flots. Sachez qu'en dehors de notre lignée, cette tâche n'a rien à voir avec nous. Et cela ne fait pas si longtemps que je sais qu'il est dans le Léviathan. Les 2 gardes l'emmènent dans une des cellules au fond. Vous faites ce que vous voulez de lui. De plus, tout porte à croire qu'il est de mèche avec les affranchis. Le capitaine Granerk prend une chaise et s'installe. Allez, on en profite. Posez-moi vos questions. Légèrement pris au dépourvu, Ilyes se rassoit. Nous avons vu dans les rapports que pendant que Saphir et Ruby faisaient la police, vous aviez donné tous vos badges. Au moment du meurtre, vous n'en aviez plus avec vous donc. C'est bien ça. Seul le capitaine Hatsuyo avait encore du stock. Tandis qu'il reprend ses étirements, Raylord enchaîne. Et vous nous jurez qu'en dehors de ces 2 caisses de poudre, l'armement du Léviathan n'a pas été touché. Sur l'honneur de ma famille. Et croyez-moi, depuis la disparition des caisses, j'ai doublé la vérification des canons. Les questions vont s'enchaîner, et le nain répondra sans hésiter. Et une fois qu'il aura répondu à toutes les interrogations des pierres étoilées, il partira avec ses hommes en prenant un petit gâteau. Alors qu'il se réinstalle, Raylord se tourne vers Ullard. Eh bien, ta théorie du complot s'est pris un coup de sabot. Alors déjà, arrête avec tes expressions. Et ensuite, je ne crois pas ce nain. Il est bien trop malin. Comme disait mon maître Grégor des Barrières de Bronze, chez nous, les intelligents, c'est souvent les méchants. Shinsu et Ross fixent Ullard consterné. Ilyes n'est même plus étonné. Moi, je pense plutôt que tu veux pas le croire. Toi et tes foutues grandes histoires. Continue Raylord très amusé. Ross se gratte sous le menton. Avant qu'on ne se sépare,
Ular, je pense que ça serait bien que tu t'occupes du cas Didi. Ilyes s'agace. Encore Didi? Mais est-ce qu'on peut arrêter de perdre du temps avec ce chat? La Valkyrie tourne la tête vers Shinsu pour chercher son approbation, mais elle tombe sur un regard indigné, et Raylork commence déjà à larmoyer. Ilyes se ravise et les laisse continuer. Ular se lève. En effet, je vais vous examiner. Penchez la tête, grand troll musclé. Ular se tient derrière Raylork. Le champion met la tête en arrière, et Ular entoure son visage avec ses mains. Le troll se crispe, et le Skald se concentre. Une impulsion, un flash d'énergie. Raylork pousse un gémissement, et il ouvre les yeux. Ular se frotte les mains, il est en sueur. Ouh, cette magie est puissante et insidieuse. Pas facile à dissiper. Bon, eh bien, Shinsu, à ton tour. Le Frostalf grogne, mais se laisse faire. Il y a plusieurs méthodes et différentes magies pour désenchanter quelqu'un. Mais ce que fait Ular est assez particulier à voir. Quand Shinsu Tensei penche la tête en arrière et que Ular Valoem passe ses mains dans sa longue chevelure noire, Ilyes Ravanor ne peut s'empêcher de sourire. Elle a l'impression de voir un coiffeur en pleine action. Ross la regarde amusée, il a la même vision. Je pense qu'on a trouvé sa reconversion. Quand Shinsu est lui aussi débarrassé de l'envoûtement de Didi, chacun prend quelques heures pour aller se reposer. Pour leur seconde journée, ils ont déjà tous une mission sur laquelle s'affairer. Ross et Ular vont prendre le temps d'aller interroger le sombre Flo, qui aura passé quelques temps derrière les barreaux. Le Valkyne veut savoir ce qu'il a à dire sur les affranchis, car il voudrait avoir un point de départ pour commencer à pister. Shinsu lui va commencer la filature de la femme du capitaine, Queen Atsuyo. Par contre, je préviens, si pendant une journée y a rien de bizarre, j'arrête. Ilyes et Raylork, eux, vont aller rendre visite au second Atsutoshi Haru. Ce dernier avait été très ouvert pour les aider, et comme c'était le supérieur du viking assassiné, il va sûrement pouvoir les aiguiller. De plus, comme son bateau, la Glace de l'Aube, est devenu un lieu d'administration des étages inférieurs, il aura sûrement d'autres informations à leur donner. Alors qu'ils vont tous se coucher pour une nuit très courte, quelqu'un, au même moment, est en train de mettre son plan à exécution. Dans 15 heures, quelque chose d'irréparable se déclenchera, et il faudra faire un choix.